Même si je n'ai pas les réponses, je suis persuadée qu'il y a des gens ici qui ont la réponse. Alors si vous êtes d'accord, est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, ok. On va passer aux questions. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je vois que tout ce qui est communication est très important pour moi depuis très longtemps. En 2004, j'ai rencontré une personne sur Internet, sur un forum des enfants Indigo. J'ai eu des commentaires, j'ai mis mon commentaire, la personne en question a mis son commentaire. J'ai lu le commentaire, j'ai répondu et j'ai dit « je n'ai qu'une chose à te dire, je t'aime ». Réponse immédiate de la personne, moi aussi je t'aime. Notre discussion sur Internet a duré 4 mois. On s'est vu pendant 27 jours pour être précis. Elle dit si elle reprend des cours, il va y avoir un problème et elle va retomber dans une sorte de secte. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es tombé dans la secte de Raël? Ça a été terrible. Une réponse immédiate, t'es fou de penser ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc coup de dur. Ça passe, mais je pense toujours à elle. Et puis par moment, il y a toujours des petits retours bizarres, elle réapparaît. Vous voulez nous dire quoi? Voilà, elle réapparaît, elle est réapparue en même temps que vous. Et c'est reparti. C'est reparti plus ou moins, il y a des va-et-vient, mais je ne sais pas où ça en est. Non, mais ça c'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Ça me fait rebondir sur deux choses. Bon, c'est l'histoire d'une rencontre, celle qu'on pressent. Voilà, celle qu'on pressent. De toute façon, les gens qu'on rencontre, on le sait qu'on va les rencontrer, même si on ne se rappelle pas. Il n'y a pas de hasard. C'est par rapport à ce que vous avez dit justement que... Tout est programmé. En fait, voilà, notre vie est programmée. Quand je dis programmé, le mot est un petit peu aussi peut-être inexact. Mais en fait, tout est programmé. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Même si on ne s'en souvient pas. Voilà. Même si ça paraît un pur hasard. Et autre chose, vous avez parlé des sectes. Et voilà, c'est vrai que les sectes sont une menace terrible pour les, entre guillemets, irrationnels. Ceux qui se sont détachés du rationnel. Parce que le risque, justement, en ne reconnaissant pas qu'on est tous comme ça, c'est d'avoir des gens qui sont hyper rationnels et des gens qui sont très irrationnels. Mais tellement irrationnels qui sont absolument ingérables, qu'ils vous tiennent des discours presque éthérés et insupportables. Et ça vient aussi d'une société très très matérialiste qui empêche les sensitifs de pouvoir vivre leur côté rationnel dans le rationnel. Donc on a des gens qui partent dans des sectes en disant là on va m'entendre. C'est important. Le fait que je dise que être tout en même temps, être à la fois médium, journaliste, être à la fois pouvoir communiquer avec les morts et aller fêter l'anniversaire d'un copain, tout ça est possible et tout ça est simultané. Si on est capable de faire ça, on n'a plus besoin justement de vivre son côté irrationnel, complètement débridé, en allant voir des gens illuminés qui vous racontent n'importe quoi, et plus besoin non plus de se coller à des sceptiques rationalistes intégristes qui vous empêchent d'aborder tous ces sujets-là. Et c'est ça. Donc je me dis, peut-être que le moment est venu aussi de prendre conscience de ce qu'on est vraiment et puis de pouvoir reconnaître qu'on est tout ça et qu'on est capable de tout ça. Ça empêche toutes ces dérives qui sont épouvantables. Et tous ces gens qui font de l'argent sur le dos de la détresse et de la misère. Le problème, c'est qu'on voit les guérisseurs comme des êtres extraordinaires alors qu'on est tous capables de le faire. C'est ça, hein. On est tous capables. Encore une fois, on est tous médiums, on est tous guérisseurs. On est tous, mais c'est pas de dire on est tous comme ça. On l'est vraiment. Si vous commencez à mettre la main sur quelqu'un, vous allez soigner. C'est quelque chose de normal. Or, on n'arrête pas de nous dire que c'est des choses qui sont absolument extraordinaires, et des gens qui sont guérisseurs, les gens disant, vous savez, moi je sais guérir, moi j'entends. Mais non, on sait tous, il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de don. Le mot don, d'ailleurs, je le combats. On a des possibilités. Le mot don, je le combats parce que je refuse d'imaginer qu'on nous aurait donné des dons, que certains auraient reçu des dons et d'autres pas. C'est absolument insupportable. On est tous fait pareil, on a les mêmes capteurs, on a les mêmes enregistreurs, on a les mêmes façons de pouvoir communiquer. Il y a juste une chose qui change, c'est le refus qu'on a de le faire. Le refus, parce qu'on peut essayer aussi de le faire en refusant de le faire, ça ne passera pas. Il faut être vraiment dans l'état d'esprit en disant j'accepte. Parce qu'il y a des gens qui me disent moi j'essaie mais ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas parce que si on dit vas-y pour voir, parle-moi pour voir, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un chemin. C'est pas la machine à café, c'est pas le jeton avec le café qui arrive en dessous. C'est pas ça non plus. C'est un chemin la vie. C'est pas comme ça, on a tellement été habitués à sortir un billet pour acheter quelque chose qu'on croit que la spiritualité, que le paranormal, c'est un billet, on donne et puis on part. Non, c'est un chemin. On commence, on progresse, jour après jour. Et souvent, on vient me dire,
faut me soigner, faut me libérer. Ah, j'ai quelque chose, allez. Non, c'est pas comme ça. C'est un chemin. Parce que quand quelque chose vous arrive, c'est vous qui apprenez. C'est vous qui devez apprendre ce que ça veut dire. Et ne vous dites pas, mon Dieu, mais j'ai un truc vite, faut le... Non, pourquoi j'ai ça? Ça veut dire quoi? Quand votre ordinateur a un problème, vous cherchez à savoir quel est le virus pour pouvoir prendre l'antivirus correspondant. Pour nous, c'est pareil. Un problème psychologique, un problème, c'est qu'il faut chercher le virus pour pouvoir avoir l'antivirus correspondant. Donc c'est un chemin. C'est pas la baguette magique. La baguette magique, ça n'existe pas. Un médium n'est pas une machine à café en disant je veux parler de mon père, tu me donnes la réponse. Ça n'existe pas. D'abord, ce sont les défunts qui viennent à nous et c'est pas nous qui allons chercher les défunts. Personne ne veut les chercher. Ils viennent s'ils veulent. Ils ont autre chose à faire de l'autre côté parce que beaucoup de travail. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans votre livre, c'est quand vous parlez des âmes qui peuvent, qui errent, qui se mettent dans des infiltrations. Voilà, des infiltrations, voilà, je cherche le terme. Dans un corps, voilà, et bon, qui ne sont pas là pour le mal, loin de là. Souvent, au contraire, elles multiplient l'énergie de ce corps. Voilà. Donc, comment ça se passe si par exemple une personne se sent inhibée? Comment elle peut faire pour se débarrasser justement de cette âme qui peut l'envahir? Alors, les infiltrations, c'est vrai que depuis 2004, je m'étais vraiment penchée sur la question et j'avais travaillé même en Italie avec le professeur Barbaresi qui a fait beaucoup d'expérimentations contre la Polski parce qu'on avait compris qu'il y avait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, c'est mentionné dans certains bouquins, mais il n'y a jamais eu vraiment une grande littérature à ce sujet. On passe très vite. Hein. Alors ce que je reproche, c'est, dans beaucoup de livres, c'est toujours très positif, mais on n'envisage jamais les choses négatives qui peuvent arriver, donc quand les gens se trouvent piégés, ils ne savent pas comment faire. L'infiltration, c'est tout simplement une âme errante. Les âmes errantes, qu'est-ce que c'est? C'est les gens, souvent, qui... que quand on meurt, donc, il y a le corps qui se détache, l'âme se détache du corps, qui part. Généralement, elle suit un processus où elle est tout de suite attendue et elle sait intuitivement qu'il y a une porte à franchir et elle y va. Sauf pour ceux qui sont tellement attachés soit à un projet terrestre, soit à leur corps, soit à leur maison, soit à leur travail, tellement attachés, tellement aussi victimes de leur ego, qu'ils ne peuvent plus partir, ils n'ont plus envie de partir. Ils ne trouvent plus la porte. L'envie de rester ici est plus forte, alors ils restent. Des âmes errantes, il y en a partout. Ils restent et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont plus dans leur corps, mais eux se voient tels qu'ils étaient, ils nous voient tels que nous sommes, mais ils ne peuvent plus nous parler parce qu'on ne les entend plus, étant donné qu'ils n'ont plus leur corps. Et il leur faut de l'énergie, parce que pour vivre, nous on mange et on boit pour avoir de l'énergie, et on dort, eux, ils ne peuvent plus. Donc l'énergie, il faut qu'ils la prennent quelque part. Alors, il y a deux possibilités, c'est de prendre une maison où il y a une puissance magnétique importante, il y a des maisons qui sont bâties sur des sols avec un terrorisme important, et là on voit des âmes qui vont rester là, on dit qu'il y a quelqu'un qui a une maison hantée. Ils vont rester là pourquoi? Souvent, c'est pas pour la maison, c'est parce qu'il y a de l'énergie pour survivre. Soit, nous sommes des bons moyens de survie, c'est-à-dire qu'ils vont nous pomper l'énergie, tout simplement, ils vont profiter d'une... Alors ça, c'est compliqué, autour de nous, il y a une espèce d'aura qui est là, qui est une espèce de protection, hein, qui a toutes les informations que nous transportons, mais qui est une espèce de protection de notre corps. Et quand elle se fissure, ils ont la possibilité de s'y glisser pour pouvoir prendre directement notre énergie. Et comment s'en rend-on compte? Eh bien, c'est parce qu'on perd l'énergie. Donc, on s'en rend compte parce que, premièrement, on dort beaucoup moins bien. Ou alors, on va dormir beaucoup plus profondément, mais on ne va jamais récupérer. Une fatigue qui va être sans cesse plus forte. On va commencer à avoir des angoisses parce que l'autre étant contre nous, constamment collé à nous, il a forcément des angoisses, il va nous les transmettre. Et puis nous vidons notre énergie, nous commençons à ressentir ces angoisses. Et on va développer les symptômes d'une dépression, mais sauf que ce n'est pas une dépression. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes symptômes.
c'est des symptômes qui sont très très forts et qui vont, dès qu'il y aura une intervention pour se libérer de l'autre, disparaître presque immédiatement, ou en 2-3 jours, le temps que le corps se reforme. Il y a énormément de gens qui sont infiltrés. C'est ça, des infiltrations. Les Italiens appellent ça un élément psychonucléaire, parce qu'ils appellent ça des éléments qui se collent sur le cœur de la cellule. Moi, je me sens une infiltration, c'est beaucoup plus parlant. Alors, c'est vrai que beaucoup de médiums ne savent pas les voir. Moi, j'ai ma spécialité, on a tous des spécialités. J'ai développé ça beaucoup parce que j'ai travaillé beaucoup dessus. Je les vois tout de suite. Je vois si quelqu'un a quelqu'un d'autre qui l'influence. Parce qu'après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'une influence, il y a aussi une influence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça dure très longtemps, on perd sa propre personnalité. On est tellement influencé par l'entité qui est collée à nous qu'on va commencer à capter ses idées, ses volontés, ses desiderata. On va être terriblement influencé. Dans le livre, je parle de la jeune fille qui ne vivait pas très loin d'ici d'ailleurs et qui se levait les nuits pour manger de la charcuterie alors qu'elle détestait ça, mais vraiment très fortement, dire j'aime pas ça et je suis obligée d'en manger. Ou alors cette dame que je connais qui a fait un livre d'ailleurs, Janine Vanka, je crois, qui m'avait contactée, alors j'en parle parce qu'elle en a fait un livre, qui un jour, en rentrant de chez son fils, donc une dame vraiment très bien faite pour rapport, qui un jour rentre de chez son fils et s'arrête devant un magasin où il y a de l'alcool. Elle ne boit pas, elle n'a jamais bu une goutte d'alcool. Hein, et se dit, il me faut cette bouteille de whisky. Donc elle rentre, elle achète la bouteille de whisky, elle me dit, je ne sais pas pourquoi j'achète la bouteille de whisky, mais je l'ai dans mon cabas. Elle rentre chez elle, elle boit la bouteille de whisky. Et elle se dit, je ne sais pas pourquoi j'ai bu la bouteille de whisky, elle est horriblement ivre, elle est malade, elle n'a jamais bu d'alcool, et bon. Le lendemain, elle se rend au médecin et elle commence à s'inquiéter. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui m'arrive? Elle passe devant un bureau de tabac, elle fume, elle achète un paquet de cigarettes, elle n'a jamais fumé. Et elle repart chez son fils qui la voit boire 1 litre de Porto et qui lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Et en fait, elle me contacte, et puis elle a contacté d'autres personnes également, et on découvrait que c'était une entité, c'était une infiltration de quelqu'un, d'un buveur et d'un fumeur, qui avait trouvé que cette dame avait une énergie totalement compatible à la sienne et qu'il allait passer un bon moment. Et comme il avait une forte personnalité et qu'elle était beaucoup plus faible, il lui intimait l'ordre de faire tellement ce qu'il voulait. Voilà, ça c'est des exemples d'infiltration. Mais est-ce que la personne seule peut arriver à se débarrasser Pas de forcément. cette Pas forcément. Ça peut arriver. Ça peut arriver, il y a une seule chose, c'est la colère. Se mettre en colère, être conscient et se mettre en colère contre l'autre et le chasser. Alors on va me dire, oui, alors moi je fais des prières, j'ai oui. Quand un cambrioleur vient chez vous, vous faites une prière pour qu'il parte, et ben c'est la même chose. Prière, ça, c'est bien gentil, ça peut être un bon accompagnement, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Il faut soit dire non, tu t'en vas, et faire un combat, j'allais dire, avec l'esprit. C'est-à-dire que c'est du corps à corps, et c'est dire maintenant tu t'en vas, c'est un bras de fer psychologique. Et on le sent très vite, parce que quand ça vous arrive, moi ça peut arriver en essayant d'aider des gens, j'ai eu des entités. Mais il y a des gens qui vivent une vie, alors il y a aussi des gens qui sont infiltrés, mais qui n'ont pas envie de se séparer de l'autre. Il m'est arrivé d'intervenir pour dégager quelqu'un, pour qu'il retrouve sa santé et aussi sa sérénité. Et la personne, elle me dire, je m'ennuie, au moins on était deux. Chacun réagit avec ce qu'il est, avec son histoire, avec sa force, avec sa spiritualité. Et je me rends compte qu'il y a des tas et des tas et des tas de cas différents et il n'y a pas de loi. Il y a une chose qu'on établit par il n'y a pas de loi, ni dans les décès, ni dans tout ce qui se passe sur cette terre, dans les histoires énergétiques, il n'y a pas de loi. Il n'y a que du cas par cas. Et un dernier point que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est mon avis car je suis maman d'adolescents, et il y a un chapitre qui parle aussi, pas trop les mots, ça fait quand on fait autour de la table là, qui font du jeu de verre. Le spiritisme, voilà. Ça, je trouve que votre livre explique très bien
Et quand on le lit, ça refroidit, on va dire. Oui. Je trouve que vous devriez peut-être faire des conférences dans des collèges, des lycées, pour justement mettre en garde les jeunes. Voilà. Parce que vraiment, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est très clair, très cohérent et ils auraient besoin d'entendre ça. Oui, parce que c'est un jeu et c'est un danger. C'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux. Il y a même eu des cas, j'ai eu des cas avec un garçon de Strasbourg qui m'avait appelé en me disant on était 12 autour d'une table comme ça en faisant des trucs pendant toute une soirée. Ils sont tous morts dans l'année, je suis tout seul. Et il avait très peur, il se ferrait chez lui, il me disait faites quelque chose parce que moi aussi je vais y passer. Et je lui dis qu'est-ce que vous avez déchaîné? Elle dit on a été très loin. On a été très loin dans des rites sataniques, on a rigolé, on a bu, on a fini au cimetière, on a fait sur les tombes des choses. Et il me dit maintenant j'ai peur. Parce que je dis voilà, quand on a 16 ans, on ne sait pas qu'on ouvre des portes avec des livres, avec des cartes, avec des crucifix à l'envers, des symboles. Hein. On ne sait pas qu'on ouvre des portes, néanmoins on les ouvre. Et tout ce qui sort de la pièce qu'on vient d'ouvrir, c'est pas toujours très beau. Et c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que grâce à votre livre, j'ai ouvert le dialogue avec mes enfants. Ouais, c'est important. Oui, je leur en ai parlé de ce chapitre. Hein. Vraiment, il fallait surtout pas s'amuser avec ça. Mais bon, on a beau leur dire, quand ils sont en bande, avec des copains qui partent, entre guillemets, dans leur délire, le danger est toujours là. Le danger est toujours là. Et c'est vrai que l'adolescence encore plus, puisqu'il y a des cas, j'ai connu des cas d'adolescents qui, suite à ça, n'ont pas développé une vie normale, qui sont même devenus schizophrènes. On appelle ça de la schizophrénie par la suite. C'était pas de la schizophrénie, c'était une dualité à quelqu'un d'autre qui était là et qui jouait. Parce qu'ils sont deux, hein. Et ça peut perturber énormément, ça peut ficher en l'air une vie entière. Un développement qui peut s'arrêter. Les infiltrations comme ça aussi, il y a aussi des... Tout à l'heure, je parlais de l'alcool et des cigarettes, tout ce qui est énergie négative ou tout ce qui peut faire de nous des proies vient aussi par toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est gros fumeur, quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui fume du cannabis, on a noté, et notamment avec le professeur Barbaresi avec qui j'ai bossé à l'époque, que ça attire beaucoup les négativités, les énergies négatives. Hein. Il est vrai que si... Tu sais, il y a une chose dont on parle, la seule chose c'est l'équilibre. Si vous avez une vie normale, équilibrée, vous risquez moins d'être sujet en proie à des choses terribles que si, évidemment, on fait des excès dans tout genre et en tout sens. Mais c'est vrai que le spiritisme est un jeu dangereux, c'est pas un jeu du tout, mais c'est extrêmement dangereux. Et il est très difficile de faire partir des entités arrivées parce qu'il faut fermer les portes. Les portes, quand elles sont ouvertes, ça continue de sortir et d'arriver. Dans le livre, le cas de Jean que je décris, c'est vrai. Et il y en a bien d'autres. Hein. Moi, j'ai le souvenir aussi d'une dame c'est cette dame qui était, après une séance de spiritisme, elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique pendant des années. Elle était hypersensible et ils sont arrivés à 25 ans. Elle est devenue folle. Elle n'était pas folle. Elle est devenue en proie à des tas de gens qui parlaient en même temps. Et son mari me disait, c'est arrivé en minuit, après une séance de spiritisme avec des amis. On s'en est pas relevé. C'est dangereux. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Vous savez, je prends toujours l'exemple de Louis XIV, du temps de Louis XIV. Hein. Si on avait dit à l'époque, vous savez, dans l'air, il y a de l'électricité, et un jour on appuiera sur un bouton pour faire de la lumière avec tout ce qu'il y a dans l'air, on aurait été brûlés, et pourtant. On ne le voyait pas, mais ça existait, et c'est pareil. Autour de vous, autour de nous, il y a des tas de choses, d'énergie. On parle des défunts, il y a des tas d'énergie qui se baladent, des tas d'entités, des tas de choses. On ne les voit pas, mais elles sont là. Et on fait avec tout le temps. Quelquefois, elles nous aident, quelquefois, elles nous posent problème. Mais on n'en est pas conscient. Donc c'est vrai que c'est important pour les jeunes. Maintenant, le jour où on recevra dans un collège, il fera plus chaud que ça, je crois. Parce que